Alors, je vous ai parlé d'une chose, les élections américaines. Il y a un élément que je vais vous faire écouter. J'ai choisi exprès l'élément en question. Pour la simple bonne raison que c'est un élément qui aura un impact sur l'AES. J'aurais souhaité développer l'entretien de Laurent Gbagbo avec Alain Foucault. Vous avez vu, beaucoup ont partagé, mais on n'a pas pris le temps de développer ce que le président Koudou Laurent Gbagbo a dit d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré et du général Tchani. Il a beaucoup parlé d'eux. Et il a dit quelque chose qui a surpris. Mais vous voyez, c'est passé un peu sous silence. Les gens, et j'ai été surpris de voir même que, au sein de nos jeunes gens, au sein de l'AES, les gens n'ont pas développé. Je n'ai pas vu encore de journalistes dans nos médias d'État. Et toi aussi. Tu demandes trop aux journalistes là-dedans. Est-ce que tu crois que ceux-là même là, tu les mets à un niveau qu'ils n'ont pas? Tu dis non, comme développer, ils vont dire quoi là-bas? Ah, d'accord, je ne savais pas. Laurent Gbagbo a parlé. Alain Foucault a posé une question que le monde occidental a bâti un narratif mensonger là-dessus. Et le président Laurent Gbagbo a démonté cela. Je suis étonné, je suis même perplexe de voir que nos médias d'État n'ont pas fait de débat sur cette intervention du président Laurent Gbagbo par rapport à l'AES. Le journaliste est celui qui reste à l'écoute, à l'affût. Il y a une intervention, ils en parlent. Je n'ai même pas encore vu nos médias d'État organiser des débats sur l'élection présidentielle aux États-Unis. Pour la simple bonne raison, je pose la question sur Washington, c'est-à-dire les ambassadeurs de Joe Biden qui sont là, dans nos pays. Peut-être qu'on n'est pas encore indépendant, moi je ne sais pas. Hein. Ou bien on se dit, ah, si on parle de ça, si je vais aller en vacances en Europe, ils vont me refuser le visa. Moi, c'est comme ça que je comprends le refus de nos journalistes de vraiment s'engager, de faire vraiment un travail correct et propre. C'est comme ça que je comprends. Ils ont peur. Peut-être que si ils parlent trop, on va les mettre dans le fichier S, c'est-à-dire à surveiller de près. Quand vous êtes dans le fichier S, c'est difficile d'obtenir un visa pour aller en Europe, un visa Schengen ou aux États-Unis. Alors ça m'étonne. Comment la campagne américaine et les Africains, dans l'AES, on ne voit pas notre part de responsabilité dedans. On ne comprend rien à rien dedans. Ça m'étonne. Parce que c'est fondamental. Je voudrais qu'on écoute ceci. Je vais pas aller jusqu'au bout, mais je vais vous ramener à... President Trump's position on a very important top issue on the minds of voters, the border. I'm Harris Faulkner. You are in the Faulkner Focus. New Fox polls now. 2/3 of registered voters favor deporting illegal immigrants back to their home country. Bon, ça c'est les déportations de masse dont parle Trump. Moi, j'ai rien à voir dedans. Il est le président. Pourquoi il est arrivé à cette conclusion? C'est parce que dans les 25 millions de personnes qui sont illégalement aux États-Unis, je crois que c'est plus que ça doit faire 30 ou 40. Il se trouve qu'il y a un grand nombre de criminels qui ont été libérés des prisons Venezuela, comment on appelle ça, Mexico. Bon, vous connaissez ces pays latino-là, et plein, c'est parce qu'ils ont commis des crimes. Les 9 derniers mois, il y a beaucoup de crimes qui ont été commis aux États-Unis, et c'est la responsabilité de ces éléments du cartel de la drogue qui viennent de l'Amérique latine. Donc, c'est devenu un débat d'intérêt national, donc il a décidé de faire une déportation de masse. Bon, mais c'est pas ça qui m'intéressait. Je vais revenir ici. Voilà.
Porter and interviews that I'm watching from afar from his local news, he's saying that the way it's written is if you identify yourself as a non-citizen, you check that box when you go. Ok, voilà ici. Ce qui a amené la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Ce que Barack Obama a soutenu avec Nicolas Sarkozy pour bombarder à travers l'OTAN, Laurent Gbagbo, l'arrêter, le transférer à la haie. C'est de ça qu'il parle ici. Quand je vous dis de suivre ce qui se passe aux États-Unis, pour vous rendre compte de réellement cette histoire de démocratie, que c'est un leurre, c'est un mensonge. En fait, les démocrates, comme ils sont au pouvoir, ils savent que la femme là, elle a très peu de chances de battre Donald Trump. Donc qu'est-ce qu'ils font? Je vous amène à comprendre ça. C'est ce qu'ils font dans nos États. La même chose qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Emmanuel Macron l'a fait au vu et au su de tout le monde. Vous avez vu les élections anticipées, vous avez vu ce que ça donnait en France. Il a bafoué tout ce qu'il y a comme démocratie et puis c'est assis. Alors, ici, je vous en prie, ne vous inquiétez pas, je fais exprès pour faire passer cette partie en anglais. Ceux qui comprennent anglais, j'espère qu'il y a beaucoup parmi nous. Comme ça, vous ne direz pas, je suis en train d'inventer. Ici, les démocrates, et ça va sortir de la bouche de cet expert, les démocrates, ils demandent aux non-citizens, ça veut dire quoi? Aux immigrés illégaux, qui ne sont même pas américains, qui n'ont même pas la green card, on leur demande d'aller voter. Vous vous rappelez que je vous avais dit ça la dernière fois. J'ai dit, moi je ne discute pas avec les idiots qui viennent ici et puis exposer leur nullité, leur stupidité. Quand je dis quelque chose par la grâce de Dieu, je dis je suis le bambou de Dieu, je sors. Quelques jours après, la preuve vient tomber entre mes mains. Cette dame, tout le monde la connaît, c'est Volker, c'est une grande animatrice de Fox News. Ici, il y a un gouverneur qui a décidé que personne ne votera s'il n'a pas au moins ce qu'on appelle le ID, c'est-à-dire une carte d'identification. Je n'ai pas dit carte d'identité, hein. J'ai dit une carte d'identification. Ça peut être le passeport, ça peut être le permis de conduire, ça peut être la carte d'identité. Ça, ce sont, je peux dire, ce sont les trois éléments, les trois documents administratifs que tu peux utiliser pour voter aux États-Unis. Et il y a des gens il y a ce qu'on appelle early voting, c'est-à-dire que le vote anticipé. Les gens ont déjà commencé à voter, hein. Aux États-Unis, c'est comme ça. D'abord, il y a le mailing voting, c'est-à-dire que les gens votent par courrier postal. Et puis après, à quelques 2 semaines ou 3 semaines des élections, les gens commencent à voter. Voilà, quand même, vous comprenez que c'est des centaines de millions de personnes, donc on peut pas à la dernière minute dire aux gens de voter. Vous avez vu, en Inde, ils prennent 1 mois pour voter. Et ils font je sais pas les Chinois comment ils organisent pour eux, mais les Américains, ils font anticipation. En Inde, je crois que c'est 1 mois. Alors ici, parce que le gouverneur a décidé, il a pris un décret. En tant que gouverneur, il est comme le président de l'État. Donc souvent, dans la Constitution américaine, le gouverneur est amené à prendre des décisions dans l'intérêt de l'État. Et ici, c'est le gouvernement fédéral qui porte plainte contre le gouverneur parce qu'il a décidé que toutes les personnes qui n'ont pas leur pièce d'identité, qui n'ont pas un document administratif justificatif avec une photo ID, ne votent pas. Mais en réalité, pourquoi les démocrates font ça? Les démocrates le font pour annuler. Ils ont l'intention d'invalider les élections présidentielles. Ils le font. Ils ont l'intention de l'invalider et demander une nouvelle élection. Là, ils auront le temps de se préparer. En fait, la femme là, elle est utilisée juste pour distraire la galerie. Ils savent, elle ne vaut rien. Elle a fait une bêtise là même là, il y a même pas longtemps. Elle s'est moquée des gens. Je ne vais pas aller dans ce détail, mais elle a fait un clip qui a choqué les Américains. C'est quoi, c'est hier nuit, elle a posté ça. Elle a surpris général de tout le monde. Alors, pourquoi
les Américains veulent, les démocrates, pardon, veulent que ceux qui n'ont pas de ID votent. Parce qu'ils veulent invalider les élections. Ce qu'ils ont refusé de reconnaître à Laurent Gbagbo en 2010, ils veulent le faire. Et c'est les mêmes démocrates, attention, parce que quand les démocrates sont au pouvoir, toutes les bêtises au monde se produisent dans nos États. Regardez les moments critiques de la vie de nos nations. Quand vous regardez de près, vous allez vous rendre compte que c'était les démocrates qui étaient au pouvoir. Je mets tout le monde au défi. Rentrez et puis regardez les présidents démocrates aux États-Unis et puis regardez leur gestion et ce que cela a eu comme répercussion dans le pays. Jamais Donald Trump n'a demandé à un pays africain d'introduire dans sa constitution l'homosexualité, de dépénaliser l'homosexualité. Jamais les républicains n'ont demandé cela à un officiel africain. Ça a commencé avec Barack Obama. Ça, ce sont les démocrates qui font ça. Alors ici, maintenant, ils se plaignent. Ils veulent que la Cour suprême annule la décision du gouverneur et permette à ceux qui ne sont pas citoyens, ceux qui ne sont pas américains, de pouvoir voter. Je vous en prie, à cause de Dieu, réfléchissons. Depuis quand, au monde, on a vu, dans une élection présidentielle, Oufou il a fait à un moment donné. Oufou aussi l'a fait. Quand on vous dit que Oufou était agent de la CIA, là, souvent les gens ne comprennent pas. Oufou il a fait. Oufou il a fait. Oui, Oufou il a fait. Je crois que c'est Laurent Gbagbo même qui s'est battu pour ça. Je peux me tromper, hein. Écoute aussi, tu m'entends, pardon, faut sortir. Faut dire, ah, mon frère, tu as dit la vérité. Oufou il a fait. C'est pourquoi Alassane Ouattara et les dieux de Kobena, ils veulent rééditer ce que Oufou a fait. C'est-à-dire, permettre aux non-ivoiriens de voter aux élections. Avec Soro Guillaume, ils l'ont fait. Soro Guillaume peut se défendre partout. J'ai dit, je vais soutenir Soro Guillaume, je le soutiens dans son combat. Mais là où je ne vais jamais le soutenir, c'est de me faire croire aux salades que, à Bouaké, il n'y a pas eu de trucage. À Bouaké, il n'y a pas eu de falsification. À Bouaké, il n'y a pas eu de bourrage dur. Il ne peut pas. Laurent Gbagbo l'a dit dans l'entretien avec Alain Foucault. 100 000 bulletins nuls. Pas nuls, ça veut dire que 100 000, quand vous faites le point, 100 000. Mais, c'est sur ça qu'Alassane Ouattara s'est fondé pour attaquer la Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens. C'est ça, leur démocratie. Quand Abdoulaye Maïga a dit du haut de la tribune des Nations Unies que nous allons bâtir un système démocratique qui sera envié au monde, ce n'est pas à l'état actuel, parce qu'à l'état actuel, ce n'est pas encore ça. Quand Abdoulaye le disait, on n'était pas encore AES. On n'était pas encore AES. Merci, Edouard. On n'était pas encore AES. Quand Abdoulaye le disait, ça remonte à 2 ans. On n'était pas encore AES. Mais aujourd'hui, on est AES. Donc ça veut dire que peut-être les petites, il y a des petites notes qu'il va falloir remettre à jour. Aussi bien dans la constitution de l'État du Mali que dans la constitution de Burkina et du Niger. Donc, il y aura avec les 3 États un minimum de consensus sur la bonne gouvernance. Parce que pour le moment, la bonne gouvernance, ils n'ont pas encore inclus ça dans la charte du Liptako Gourba. Ce n'est pas encore inclus dedans. Ça a été créé, mais la bonne gouvernance qui exige pas forcément cette histoire de 2 mandats. Non, non, non. Ibrahim l'a dit, on peut déterminer, par exemple, une élection. J'avais fait une proposition. Et vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, enfin, il y a quelques mois, j'ai dit, Ibrahim a repris exactement
mes idées, et ce sont mes idées aujourd'hui qui sont en train d'être travaillées pour être introduites dans la constitution du Burkina Faso. Alors, ces bâtards-là qui viennent ici, là, ces ratés, ces dévergondés, ces pervers-là, ces enfants de capotes percés qui ne connaissent rien, moi, au moins, j'ai fait des propositions qui sont prises en compte et seront introduites dans la constitution au sein de l'AES. C'est une fierté pour moi. Qu'est-ce que j'ai dit à l'époque? J'ai dit, on n'est pas obligé de faire comme les autres, 5 ans, 2 ans, ça c'est pas nous, ça c'est copie conforme des autres. On peut décider, par exemple, 8 ans. Et sur les 8 ans ou 10 ans. Et sur les 10 ans, chaque 2 ans, le président est évalué. S'il dit, en 2 ans, voilà ce que je vais faire, si en 2 ans il ne l'a pas fait, on remercie le président et puis il s'en va. Automatiquement, quelqu'un d'autre vient. Mais c'est cette proposition que le Burkina est en train de travailler. Et je pense que, en allant sur le principe de 52 renouvelables, je pense que le Mali est encore dans la vision de l'Occident. Le Mali, c'est pourquoi je dis, le Mali, la constitution qu'on a votée, c'est bien. J'ai très bien dit. J'ai dit, pour le moment, je suis d'accord, mais cette constitution-là, elle ne nous donne pas, elle ne garantit même pas notre indépendance. Parce qu'on a dit, oui, ce sont des Maliens qui ont écrit, je suis d'accord. Mais si c'est nous là, pourquoi on allait prendre 5 ans? Pourquoi on a pris 5 ans? 5 ans, on ne sait pas ce que tout le monde a pris. 2 ans, on ne sait pas ce que tout le monde a pris. Alors, pourquoi on ne dit pas 5 ans renouvelables 3 fois? Pourquoi on ne dit pas 5 ans renouvelables 4 fois? Pourquoi on ne dit pas 6 ans, 7 ans, 8 ans ou 10 ans renouvelable une seule fois? C'est-à-dire, tu es élu, 10 ans, c'est tout. Et chaque 2 ans ou 3 ans, tu es évalué. Pourquoi on est obligé de prendre 5 ans et dire 2 ans non? Mais c'est ça qui appelle problème. Tout ce qui appelle problème là, on doit enlever de notre constitution. 2 ans là, les gens donnent leur propre interprétation. Pourquoi Alassane Ouattara, l'idiot, aujourd'hui se maintient au pouvoir? Alors qu'il a dit, la révision de la constitution n'est pas pour que moi je me présente. D'ailleurs, il y a des dispositions de la constitution qui m'empêchent d'être candidat. Mais au moment venu, est-ce qu'il n'a pas violé ces mêmes dispositions? Au moment venu, est-ce qu'il ne s'est pas présenté? Il a choisi quelqu'un qui était déjà mort et qui marchait parmi nous. Amadou Gon Coulibaly était déjà mort. Ouattara le savait. Pourquoi il a choisi Gon Coulibaly? Pourquoi il n'a pas choisi Ahmed Babayoko? Pourquoi il n'a pas choisi d'autres personnes? Pourquoi Gon Coulibaly? Parce que Gon Coulibaly était déjà mort. Mais il nous a fait croire que c'est parce qu'il a préparé Gon Coulibaly. Il tue le président. Est-ce que c'est une monarchie? On t'a dit que c'est une monarchie? Est-ce qu'on t'a dit que c'est on t'a dit que c'est pas droit d'héritage? C'est le mérite des Ivoiriens. C'est pas une monarchie. Mais c'est ce que Ouattara a dit. Et il n'y a pas d'Ivoirien pour contredire Ouattara. On aurait dû poser la question à Ouattara, mais attention, quand tu parles là, on dirait que c'est un monarque qui parle. Préparer quelqu'un pour te succéder, est-ce que c'est une monarchie? C'est une république ou c'est une monarchie? On aurait dû poser cette question aussi légitimement à Ouattara. Donc, pour moi, 5 ans renouvelable une fois, c'est bullshit. C'est du n'importe quoi. Peu importe le pays. Même si c'est mon pays qui a dit ça, je demande à Assimi Goïta, il a encore commencé à bien réfléchir. Il faut enlever ça. Ça, ce n'est pas le Mali. Ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Ça, c'est faire plaisir à ceux qui sont au dehors. On peut prendre 7 ans renouvelable peut-être 2 fois, 8 ans renouvelable 2 fois, et si on prend 8 ans renouvelable 2 fois, chaque année, on fait le bilan du président. Ça, ils n'ont pas introduit ça dans la Constitution. Ça va envoyer problème demain. La Constitution telle que présentée, moi, je l'ai soutenue, mais j'ai dit, j'ai mes réserves. En ce qui concerne l'élection présidentielle, je ne suis pas d'accord du tout avec la formule qui a été présentée. Je suis contre cette formule. Je ne suis rien. Je n'ai aucun droit. Mais je dis, cette formule, elle n'est pas bonne. Cette formule-là, ce sont les anciennes formules. Cette formule-là, ça va amener encore problème au Mali. On doit changer carrément ça. Et le Burkina dit, on fera pas ça. Le Burkina dit quoi? Le Burkina dit, on fait 10 ans renouvelables 0 fois. Mais chaque 2 ans ou chaque année, on fait le bilan du président. Voilà ce qui fait notre identité, notre fierté. Ça, c'est rompre carrément avec les anciennes pratiques. C'est tout. Est-ce qu'on est obligé de faire comme les autres? Est-ce qu'on est obligé de faire copie conforme? Alors, je vous parle ici parce que les
or you leave it blank, then that is looked upon as being somebody who potentially is not. They have a way to cure that several times to make sure that that ballot self-identity is correct. If it still doesn't get You're fixed, literally admitting to it. You're admitting to it. You're saying I'm a non-citizen. You can fix it if you forgot to check the box. I mean, Ok. Ici, elle parle des technologies, parce qu'aux États-Unis, la manière dont on voit, ce sont les machines. On peut programmer les machines de sorte que même si tu n'es pas citoyen américain, tu viens voter, la machine va t'enregistrer comme étant un citoyen qui a voté. Voilà la ruse des démocrates. Et c'est là, le gouverneur, elle avait dit le nom de l'État, j'ai oublié, le gouverneur a dit jamais. Est-ce que vous savez qu'il y a des États aux États-Unis, vous pouvez voter sans avoir une pièce d'identité quelconque. Et c'est eux qui se disent les maîtres de la démocratie. Comment vous pouvez accepter ça? Comment vous pouvez comprendre ça? Et nous, pays africains, on prend la chicotte pour nous chicoter et on dit on est mauvais élèves. On chicote les Africains, on dit ce sont des mauvais élèves. Ils sont pas bons en démocratie. Mais voilà eux, les maîtres de la démocratie, qui font voter des illégaux pendant l'élection présidentielle au vu et au su de tout le monde. Les républicains ont pris des avocats, des grosses têtes, et ils sont en train de travailler dans tous les 50 États aux États-Unis pour attaquer le problème. Parce que c'est sur cette base que en 2020, Donald Trump avait refusé de reconnaître sa défaite. Donc, ils veulent jouer le même piège et le même tour à Donald Trump. Donc, les républicains disent, on a appris on a appris les leçons de notre échec en 2020. Donc, cette année, on va anticiper. Ça, je voulais vous faire écouter ça. La dame, la voilà, elle, c'est, comment on appelle ça? C'est, voilà, Faulkner. Vous allez dans Fox News, elle s'appelle Faulkner. Vous écrivez, c'est F-A-U-L-K-E-R. Donc, alors, K-N-E-R, Faulkner. Donc, vous allez, vous regardez. Les gens peuvent vous faire la traduction en français. Si vous avez, il y a des logiciels, quand vous regardez, on peut faire directement, le logiciel, pardon, fait directement la traduction en français. Mais ça, c'est pas le cas. Voilà, on a commencé à tricher les élections avant même que les élections commencent. Et ça, c'est le pays qui est supposé nous donner le chemin, nous montrer la voie. C'est le pays qui nous impose d'introduire dans nos constitutions l'homosexualité. Et voilà leur pratique. Les démocrates. Et c'est ça qu'on appelle démocratie. Quand je vous dis que moi je ne crois pas à cette merde de démocratie, vous croyez que je m'abuse réellement. Je ne le dis pas pour faire plaisir à quelqu'un, parce que on a la paix sur la vérité. Là, ça ce n'est qu'une petite partie, hein. Ce n'est qu'une petite partie. Ce n'est qu'une petite partie. Il nous appartient d'accepter soit de subir. Aujourd'hui, est-ce que les soi-disant démocraties occidentales, est-ce que ce sont des références pour nous? Est-ce que ce sont des repères pour nous? En quoi est-ce que ceux qui se disent démocrates là-bas peuvent nous inspirer, nous montrer le bon chemin, la bonne voie à suivre? Chacun est libre de se faire son opinion, mais ça n'a pas encore commencé. Voilà que les Américains craignent déjà le pire à venir. C'est pourquoi ils ont posé la question au président Joe Biden il y a 3 semaines, à peu près 1 mois, ça ne dépasse pas 1 mois. Est-ce qu'il est sûr que les élections se feront peaceful election? Il a dit faire, la question était une élection juste, transparente et en paix. Il dit l'élection se fera.
juste ou transparente, là, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences? Je ne sais pas. Comment le président peut te dire ça? Lui qui dit qu'il est le président le plus puissant du monde, le président du monde libre. Comment le président des États-Unis peut te dire ça? Il n'est pas certain si les élections seront transparentes. Est-ce qu'on va accepter les résultats? Je ne sais pas. Est-ce qu'il sait quelque chose qu'on ne sait pas? Est-ce qu'il cale quelque chose qu'on je ne sais pas? Quand on vous dit de suivre ce qui se passe chez les autres, ce n'est pas parce que on veut que vous perdiez le temps. C'est pour que vous compreniez bien ce qui est en jeu. Parce que si on ne maîtrise pas, on ne comprend pas, on n'est pas bien informé de ce qui se passe là-bas, on devient une cible facile pour les autres. C'est pourquoi je prends mon temps, ces temps-ci, chaque jour que Dieu fait, je suis connecté, je suis en direct ou en différé. Et ce sera jusqu'au 5 novembre, le jour des élections présidentielles. Je suis à la lettre. Pour le moment, et je ne vous cache pas, ma plus grande satisfaction sera de voir Donald Trump gagner, pour des raisons multiples. Il dit, je gagne. La guerre au Sahel, par rapport aux ressources naturelles du Sahel, je ne le ferai pas. J'ai des ressources naturelles ici que je vais faire exploiter pour soutenir notre économie. Et il y a un élément que Donald Trump a développé pour les États-Unis que je vais développer, c'est la deuxième partie de notre intervention. Donald Trump a développé un point que je vais développer avec vous. Donnez-moi une seconde. Juste me désaltérer un peu, ça fait 57 minutes que je parle. Donc, le temps de... C'est la deuxième partie de notre direct. Il dit, la crise économique à laquelle nous assistons aux États-Unis, permettez-moi, je vais me mettre un peu à l'aise, d'accord? Je vais retirer... Ah, c'est bien beau souvent d'être en costume de temps en temps. Hein? Permettez-moi. Rapidement, j'arrive. Voilà. Alors, on lui pose la question de savoir comment il compte gérer l'inflation aux États-Unis, comment il compte gérer la crise économique, comment il compte gérer le coût exorbitant pour les nouveaux mariés qui veulent s'acheter une maison, tout ça et autre. Il a dit une seule chose, et cette chose, c'est pour le Sahel. Il dit, si vous voulez vous attaquer à l'économie, gérer l'économie, réduire l'inflation, c'est-à-dire les prix galopants bon, ils appellent groceries, c'est ce que nous on appelle ici les denrées alimentaires, comment on appelle ça, les produits de première nécessité. Il dit, il faut s'attaquer à la question de l'énergie. Et j'ai vu des petits plaisantins. J'ai vu même Baba Bamba, c'est ça, point net. Je crois que je dois avoir le nom du journaliste, j'ai fait tout pour sélectionner son nom. Il dit, pour gérer convenablement la crise aux États-Unis, ce qu'il faut, il dit, c'est d'abord, permettez-moi rapidement, voilà. Il dit ce qu'il faut faire, c'est d'exploiter, d'extraire la richesse qui se trouve sous les pieds des Américains, c'est-à-dire le gaz et le pétrole. Il dit, une fois que l'énergie sera abordable, un prix raisonnable, un prix accessible, tout de suite, les prix vont baisser. Les prix augmentent parce que le transport est cher, et ça, tout le monde le sait. Alors, dans le Sahel, qu'est-ce que nous, on a décidé?
dans le Sahel, on a décidé d'exploiter nos ressources naturelles, c'est-à-dire or, manganèse, bauxite, uranium, phosphate, gaz, pétrole, tout ce que vous connaissez. Alors, la guerre qu'on nous fait dans le Sahel, c'est empêcher nos dirigeants d'exploiter convenablement les ressources naturelles. Il n'y a aucun pays au monde qui peut dire qu'il s'est développé avec des ressources énergétiques à un coût élevé. Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Plus le coût de l'énergie est élevé, moins vous serez soumis, vous serez esclave, vous serez dominé. Dieu merci, nos trois présidents l'ont compris. Mais aux États-Unis, à la différence des États-Unis, ils ne sont pas en guerre ouverte contre le terrorisme chez eux. Ils ont l'immigration clandestine qu'ils vont combattre, ils ont les moyens de le faire, ils ont les structures, ils ont les institutions, ils ont la logistique, ils ont les compétences humaines. Contrairement à nous, dans le Sahel, nous menons une guerre ouverte à l'intérieur de nos États, ce qui n'est pas le cas des Américains. Ils ont déjà des logiciels, des structures pour exploiter tout de suite leurs ressources naturelles, le transformer sur place et puis le vendre à un bon prix pour casser le coût de la vie chère aux États-Unis. Chez nous, c'est pas ça. Les Américains n'ont pas besoin d'aller chercher des gens ailleurs pour venir investir. Ils ont déjà des investisseurs chez eux, disponibles. La réalité, on veut empêcher nos États à atteindre ce niveau. Quand vous regardez, je vous donne un exemple. C'est pourquoi par moment, les gens se disent qu'État, souvent on ne te voit pas, souvent on te voit. Quand vous menez un combat, c'est pour aboutir à un objectif. Quand moi je vois l'Allemagne qui menace le Mali, on s'en va, et puis après, qui revient. Et puis le gouvernement accepte le retour de l'Allemagne chez nous. Je me pose la question, c'est quel combat je mène, je ne sais pas où aboutit mon combat. À la différence de beaucoup de jeunes gens sur les réseaux, moi, le combat que je mène, toujours, je regarde par rapport aux décisions du gouvernement. Pas que je veux qu'on prenne des décisions en fonction de ce que je dis, pas du tout. Ce serait être trop vaniteux, c'est pas ça. Mais, c'est de voir le gouvernement tirer les leçons des partenaires qui menacent le Mali et des partenaires sincères. Quelles sont les leçons que nous avons tirées? Moi, j'ai été choqué la dernière fois de voir que l'Allemagne dit qu'elle va rester au Mali. Eh ben, pourquoi? Pourquoi faire? J'étais tellement dépassé et surpris que je n'ai même pas cherché à savoir les contours et les pourquoi. Je n'en ai même pas parlé. Je profite de ça pour parler aujourd'hui. Parce que pour moi, quand un État ouvre sa sale gueule, un État impérialiste, vous menace et fait le tapage pour que le monde sait que c'est lui qui est en position de force par rapport à vous et que c'est vous qui avez besoin de lui. Et que ce même gouvernement revient en catimini et vous l'acceptez sans que le peuple, parce que pour moi, c'est là que je vais interpeller le jeune homme là qui sur les qui a eu la conversation téléphonique avec ce journaliste qui l'a manipulé là, je crois que c'est Albert Maïga, quelque chose comme ça. Voilà des gens, on va dire la vérité crue au ministre. Tu as dit la vérité crue au ministre, d'accord?
Pourquoi vous ne posez pas? Parce que moi, là où je dis le CNT quelque part, c'est important, c'est fondamental. Le CNT doit travailler en synergie avec l'État. Et si un partenaire du Mali menace le Mali, veut imposer sa volonté au Mali, décide de partir, et si ce même partenaire revient par d'autres moyens pour dire je ne vais pas partir, il appartient au CNT de demander au gouvernement, attention, d'appeler Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères. Son Excellence Abdoulaye Diop, attends, on comprend pas. Ceux-là, ils avaient dit qu'ils veulent partir, c'est pas ça. Ils reviennent pourquoi? Quel est le problème? Parce qu'il faut que le gouvernement rende compte au CNT. Parce que quand vous entendez les gens du CNT, vous entendez Abaka Sidiki Fofana, vous entendez Abebe, on travaille pour le peuple, on défend les intérêts du peuple. Quel intérêt vous défendez et vous n'êtes pas capable d'organiser des conférences publiques? Parce que j'ai entendu Abaka Sidiki Fofana, pardon, être reçu par Mabel, ils ont parlé, il a essayé de remettre un peu en cause la manière, ce que j'ai dénoncé de ce Maïga-là, de ce Albert-là. Il a dit, lui, par exemple, lui, il fait des interpellations par écrit. En fait, il a parlé, je l'ai écouté. J'ai dit jusqu'à présent, là, les gens n'ont rien compris ce que c'est que la communication. Ils n'ont rien saisi encore, comment informer le peuple. Mais quand tu veux leur parler, ils vont te montrer qu'ils connaissent mieux que toi. Quand tu veux leur montrer la voie, ils vont te dire, ah, ils connaissent mieux que toi. C'est ça qui est rigolo. Le CNT, si vous êtes réellement pour le peuple, il ne s'agit pas, le CNT n'existe que par les sessions. C'est-à-dire, la session, elle est ouverte de telle période à telle période, c'est fini. Mais en réalité, que doit faire le CNT? C'est pourquoi j'ai dit, en ce qui me concerne, le jour que j'ai dit ça à Baka, il s'est fâché avec moi, il a coupé le pont. J'ai dit, moi je m'en fous. Moi ce que j'essaie de dire ici, c'est la vérité. Toi, le gars du CNT, tu es toujours sur les réseaux, tu es activiste ou bien tu es CNT. Toi, tu peux pas venir sur les réseaux comme les autres. C'est pas comme ça que ça marche à Baka. Tu veux intervenir, tu organises des conférences où les journalistes vont te poser des questions. Tu te déplaces pas dans un studio. Je ne suis pas contre que tu sois allé chez vous. Ma mère qui t'a appelé, c'est pas ça mon problème, je m'en fous éperdument. Tu peux aller là-bas matin, midi, soir, ça c'est ta volonté. Mais quand tu dis tu travailles pour le peuple, que tu défends les intérêts du peuple, c'est pas devant une seule personne que tu défends les intérêts du peuple. Tu organises une conférence publique. D'accord? Et puis tu invites pratiquement tous les journalistes, y compris le RTM. Et puis vous faites le point des sessions parlementaires. Vous avez appelé tel ministre par rapport à telle situation. Voilà les informations que vous avez, voilà ce que le ministre a dit, les questions auxquelles vous avez répondu. Les questions que vous avez posées, pardon, et les questions auxquelles le ministre a répondu. Voilà comment marche une véritable institution qui travaille pour le peuple. Mais quand toi tu parles à Baka Sidiki, ou quand Albert parle, c'est au nom de qui vous parlez, c'est pas au nom du CNT, vous parlez à vos propres noms, en tant que membre du CNT. C'est pourquoi j'interpelle le général Maliki Diaw. Je lui ai dit, je suis prêt à aider. Mais moi, je dis toujours, je ne vais pas aller. Pourquoi? Chaque fois que je parle à des Maliens, il me donne raison. Parce que le Malien, c'est quoi? Peu importe. Peu importe. Quand vous allez vers le Malien pour lui proposer vos services, il voit tout de suite que il ne vous accordera même pas la valeur, le minimum de ce que vous valez en termes de valeur intellectuelle. Pour vous recevoir, ils vont vous faire tourner. Vous allez peut-être le matin, peut-être c'est à 17h, ils vont vous recevoir. Et puis pour finalement dire quoi? Rien d'intéressant. Mais moi, je fais entendre ma voix. Je ne dis pas que nécessairement on doit parler avec Keïta, on doit travailler avec Keïta. Moi, je mets des idées. C'est pourquoi je ne suis pas avare. Je mets des idées. Pourquoi je mets les idées? Pour que ceux qui disent on n'a pas besoin de Keïta puissent regarder les idées émises et puis trouver d'autres personnes, des ressources, travailler ces idées-là, les adapter à leur niveau et puis faire avancer les choses. Au CNT, quelle est la communication du CNT? Quand vous demandez à Baka Sidiki, il va dire, ah, moi j'interpelle. Tu interpelles au nom de qui tu interpelles? À ton nom ou au nom du peuple malien? Si c'est au nom du peuple malien, pourquoi tu fais pas une conférence publique au nom du peuple malien
pour rendre compte de tes interpellations. Quand tu vas dans un studio, tu parles avec, comment on appelle ça, avec Boubou. J'ai tout ça, j'ai tous les documents avec moi. Mais ça sert à quoi d'avoir tous tes documents gardés chez toi à la maison quand le peuple malien a besoin de ces informations-là? Pourquoi tu ne les partages pas avec le peuple malien? Donc tu as interpellé. Nous, on s'en fout éperdument que tu as interpellé le ministre. Là où ça nous rend service, c'est quand tu viens nous dire, j'ai interpellé le ministre, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Et tu fais une conférence publique pour dire, j'ai interpellé le ministre par rapport à tel ou tel point, voilà les informations qu'il nous a données, voilà ce que j'ai reçu en écrit de la part du ministre. Moi, je pense que c'est comme ça que ça marche. Est-ce que c'est comme ça notre CNT marche? Ça marche. Non. Chacun se lève, il fait sa petite intervention. Chacun choisit le gars qui lui plaît, il va sur le plateau de télé ou de radio, et puis il parle. Et quand tu vas lui demander, tu vas dire, parle au nom du peuple malien. Au nom de quel peuple tu parles? Tu vas t'asseoir sur un plateau de télévision, tu parles, et puis tu dis, tu parles au nom du peuple malien. Quel peuple malien tu parles? Pourquoi tu n'organises pas une conférence publique? L'argent est là, non? Vous avez des gros salaires, non? Pourquoi vous ne mettez pas, pourquoi vous ne dites pas au président, au général Malick Diaw, il faut vraiment commencer à réfléchir, parce qu'on ne sait pas quand la transition va finir. Pourquoi le CNT ne peut pas se conformer au minimum? Alors, parce que les séances sont publiques, parce que les séances sont retransmises par l'ERTM, donc ça s'arrête là, c'est fini, c'est terminé. Et donc je suis désolé. Les séances publiques, ça c'est la première partie. La deuxième partie, ce sont soit des débats organisés, soit une conférence ou des conférences de presse organisées. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans tous les pays du monde. C'est pas, je ne dis pas quelque chose de nouveau. Alassane Ouattara est un tyran, un criminel sans foi ni loi. Mais ayant le courage de reconnaître que, après les sessions parlementaires, chaque fois que les députés finissent, tout de suite, il y a un débat qui est organisé par les différentes chaînes de télévision. Chacun a ses invités. Ils en débattent. Au Mali, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Ah non! On va les interpeller, on va leur dire la vérité crue. Ah! Mais nous ne sommes pas des idiots, nous ne sommes pas des analphabètes. Quelle vérité crue tu as leur dit? Tu as quoi à dire à un ministre? Si tu es vraiment sûr de tes vérités crues là, pourquoi tu n'organises pas conférence de presse et puis exposer les faits? Abaga Sidiki, tu dis tu as des documents, on t'a répondu par écrit. Pourquoi tu n'organises pas conférence publique et puis tu mets ces trucs-là à la disposition du peuple? Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais bon, on dit dans le pays des aveugles le corps des rois. On n'a qu'à laisser ça comme ça. Alors donc, nous on a besoin que nos ressources naturelles soient exploitées pour soutenir notre industrie, pour soutenir notre développement, pour soutenir ce que, si je peux dire, hein, pour soutenir pas seulement le train de vie de l'État, mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que les terroristes sont financés, entraînés, équipés pour empêcher nos États de pouvoir exploiter nos ressources naturelles. Tant que les ressources naturelles ne seront pas exploitées, nous restons un peu assujettis à certaines puissances. On peut ne pas être d'accord avec la Chine. On peut ne pas être d'accord avec la Russie, l'Iran, la Turquie. Mais ayons le courage de reconnaître que les dirigeants là-bas, ils ont su contourner les pièges de ceux qui se disent les maîtres du monde. Et notre souhait aujourd'hui, et nous pensons en toute honnêteté que nous allons atteindre ce niveau-là, c'est-à-dire faire en sorte que nous puissions nous-mêmes exploiter nos ressources naturelles. C'est vrai, nous n'avons pas la logistique comme les Américains. Donald Trump dit il a juste besoin d'un an pour changer la tendance. C'est-à-dire distribuer les permis, accorder les autorisations pour que les exploitations commencent, pour que les transformations commencent, pour que tout de suite l'énergie soit abordable à tous les niveaux pour réduire sensiblement
le coût de la vie. Donc ici, le coût de la vie est nécessairement lié à l'énergie. Alors n'oubliez pas une chose. La Banque mondiale et le FMI ont massivement soutenu le financement d'un certain nombre d'infrastructures en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'on a voulu que le Mali, le Burkina, le Niger restent dépendants de ces ressources énergétiques. De sorte que la France-Afrique puisse s'appuyer sur la France, dicter sa volonté, puisque nous sommes obligés d'une certaine manière à collaborer avec la Côte d'Ivoire par rapport aux ressources énergétiques, par rapport à certaines infrastructures, par rapport à certaines prestations de services. On est obligé de travailler à la Côte d'Ivoire, travailler le Sénégal, travailler le Bénin, travailler avec le Togo et bien d'autres pays. L'objectif, quand la France-Afrique met en place ces structures, puisque c'est elle qui appuie les aides, ou du moins les prêts de ces pays-là, qui appuie la demande de la Côte d'Ivoire auprès du FMI, c'est la France. Qui appuie les demandes de la Côte d'Ivoire auprès de la Banque mondiale, c'est la France. Donc la Côte d'Ivoire a ses financements, il y a des facilités. On peut se poser la question, le dernier décaissement du FMI en Côte d'Ivoire, j'ai pas la somme en tête. Alassane Ouattara il aurait dû être présent, il n'a pas pu, je crois que sa maladie l'a terrassé, il n'a pas pu, vous avez vu qu'il s'est appuyé à la parole. Alors, la question maintenant. Le FMI, je vous ai dit, c'est piloté par la France. La Banque mondiale, c'est piloté par les États-Unis. OK? Évidemment, les Anglais ont leur mécanisme aussi, hein, les Allemands et autres, les Italiens et tous ont leur mécanisme, mais je vous prends les deux seulement. Alors, au niveau du FMI, malgré les 35 000 milliards de dettes de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas jugé utile de rappeler la Côte d'Ivoire à l'ordre. Mais mieux, il faut soutenir la politique de Ouattara, parce que cette politique, c'est la politique qui défend les intérêts de certaines puissances occidentales. Parce que si la Côte d'Ivoire se trouve à défaut de paiement et le budget de fonctionnement de l'État devient court, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire n'arrive pas à boucler son budget, les crises, les remous sociaux vont commencer. Personne n'a demandé à la Côte d'Ivoire de faire le point de ce qu'elle a dépensé pendant la CAN. Et personne n'a eu idée aujourd'hui à quel niveau se trouve la dette de la Côte d'Ivoire. La dette extérieure, je veux dire. Personne. Et on évite de faire de la dette un débat. Même si les gens en parlent, ils vont pas beaucoup trop loin. Pour la simple et bonne raison que si ça pète aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi je suis plus ou moins d'accord avec l'analyse de Chris Yapi. Il a dit que Tidjane Thiam est en train de trahir le PDCRDA et que Tidjane Thiam est sur le point de retrouver le RHDP. Alors, posez-vous la question. Pourquoi Tidjane Thiam veut-il rejoindre le RHDP? Ce que Bédié a combattu toute sa vie, jusqu'à sa mort, pour quand lui, à peine arrivé, il veut livrer le PDCI comme l'agneau sacrificiel à Alassane Ouattara. Pour que le 4e mandat soit assuré et que on lui promette, lui, Tidjane Thiam, certainement, sera nommé comme vice-président et que le pouvoir lui reviendra en toute tranquillité, en toute quiétude. Ça, vrai ou faux, c'est Dieu seul qui sait. Chris a fait ses enquêtes, mais là où je suis d'accord avec Chris Yapi, même si j'ai pas les éléments de preuve pour étayer mes propos, juste la petite réflexion, Tidjane Thiam, je vous l'ai toujours dit, il a travaillé avec les institutions financières les plus importantes en Europe, dans le monde occidental.
Et Tidjane Thiam n'est pas du genre à contester ou à protester et se remettre en cause ou en déphasage par rapport à un ordre constitutionnel. Je veux dire quoi? Je veux dire que je vois mal Tidjane Thiam protester contre Alassane Ouattara s'il veut s'installer de force en Côte d'Ivoire pour pendant un 4e mandat. Parce que toute sa vie, toute sa carrière professionnelle, Tidjane Thiam a servi les intérêts de l'Occident. Je vois mal ce Tidjane Thiam aujourd'hui se lever et s'opposer à ses intérêts occidentaux. Alors que toute personne qui veut les intérêts de la Côte d'Ivoire aujourd'hui doit s'opposer forcément à ses intérêts qui ne font pas les intérêts du peuple ivoirien. C'est ce qu'Assimi Goïta a fait pour le Mali, c'est ce qu'Ibrahim a fait pour le Burkina et c'est ce que le général a fait pour le Niger. Et je suis tombé sur une analyse percutante. Je vais voir si je peux, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde, hein. Alors, je vais vous lire ça rapidement. Ça, c'est un économiste qui a écrit ça. Voilà ce qu'il dit. Il faut asseoir la base solide de la monnaie unique africaine, dont on parle depuis longtemps. Il faut asseoir la base. Dites-moi, quel pays sera cette base? Quelle monnaie sera cette base? Le Maroc? Le dirham? Quoi? La monnaie algérienne? Tunisienne? Égyptienne? Le naira? Qui ne vaut absolument rien. Le naira, c'est qu'on fait d'attiquer, ça vaut rien. Quoi? La monnaie sud-africaine? Quelle sera cette monnaie? Quelle sera cette monnaie? Voilà ce que Laurent Gbagbo a dit, et voilà les propos de Laurent Gbagbo sont repris par un économiste. Voilà ce qu'il dit. La monnaie de l'AES va être la base consistante de la monnaie unique africaine. La monnaie de l'AES sera la base consistante de la monnaie unique africaine. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'AES, tous les pays africains regardent l'AES. Le monde regarde l'AES. La manière dont nous allons gérer l'AES va déterminer le futur de l'Afrique et le futur du monde. Je vous ai toujours dit, vous sous-estimez ces 3 pays. Ces 3 pays-là vont déterminer l'avenir du monde. Ça fait combien de, à peu près 1 an et demi, je vous dis ça. J'ai dit ces 3 pays-là, 1 an, au grand maximum 1 an, pardon, pas 1 an et demi. Je vous ai dit que l'AES va déterminer l'avenir du monde. Je déteste avoir raison. Ça, c'est le fils de Gaussou Keïta et de Mariam Diallo, le baobab de Dieu. Voilà une économiste qui reprend ce que je dis. C'est pourquoi j'ai dit au professeur Mamadou Koulibaly, de Nathalie Yam, j'ai dit, professeur, je respecte votre titre d'agrégé en droit économique. Mais vous ne comprenez rien dans la politique et dans l'économie qui se passe dans l'AES. Vous n'avez rien compris encore. Déconnectez-vous de la théorie que vous enseignez à l'université, Mamadou Koulibaly. C'est ce que je lui ai dit. Je dis, déconnecte-toi de la théorie que tu enseignes à l'université, Mamadou Koulibaly. Et viens apprendre par expérience au sein de l'AES. Ça, c'est un très grand économiste qui a dit, hein. Plusieurs pays vont rejoindre l'AES, assure l'économiste. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, oubliez le Sénégal. Nous, on s'en fout du Sénégal. On s'en fout du Tchad. On s'en fout du Togo. Les gens vont venir, ne soyez pas pressés. Mais nous, on doit d'abord asseoir les bases solides de l'AES. N'est-ce pas ce que j'ai toujours dit? On n'a pas besoin du Sénégal. Je le répète. Même si nos présidents décident de faire appel au Sénégal, au nom de Dieu, je serai le seul à m'opposer. Et je vais dénigrer par tous les moyens. Je ne sais pas ce qu'ils vont me faire, mais je vais m'opposer à ça. Parce que c'est pas le moment. Je le répète, c'est pas le moment. Il faut construire d'abord l'AES. Il faut asseoir des bases solides. On n'a pas besoin de quelqu'un d'abord. Les 3 pays, construisons d'abord une base solide.
Si quelqu'un vient, elle viendra trouver le travail parfaitement fait. Mais la porte n'est pas fermée, la porte n'est pas fermée. Ça, c'est bullshit. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'abord de consolider les acquis. Mettre en place des institutions solides. Alors, vous dites les portes ne sont pas fermées. Quand les Occidentaux vont payer des gens pour venir là, et puis créer la zizanie là, vous allez faire quoi après? Vous vous amusez avec les colons, hein, avec l'impérialiste, hein. Vous vous amusez avec eux, ils sont très dangereux. Alors, donc, l'AES sera la base consistante de cette monnaie unique africaine. L'AES. On n'a pas dit le Nigeria, on n'a pas dit la Côte d'Ivoire, on n'a pas dit le franc CFA, on n'a pas dit l'Afrique du Sud, on n'a pas dit le Maroc, on n'a pas dit l'Algérie, on n'a pas dit la Tunisie, on n'a pas dit l'Égypte, alors que ces pays-là sont bien avancés que l'AES. On n'a pas dit l'Ouganda, qui est très avancé que l'AES aujourd'hui. Encore moins le Rwanda, qui est très avancé. Je ne parle même pas du Kenya, tous bien avancés. Mais on parle de l'AES. Et Laurent Gbagbo a parlé de ça dans l'interview qu'il a accordée à Alain Foucault. L'AES, je le répète, c'est l'avenir de demain. C'est l'avenir du monde. Mais cela dépendra de comment nos trois dirigeants vont mettre en place cette coalition solide qui deviendra une référence mondiale. Pourquoi en Afrique, l'AES est là la référence? Parce que le budget de fonctionnement de l'AES ne reposera sur aucune puissance extérieure. Même un centime de la Russie ne va pas rentrer dedans, même si c'est un partenaire sûr, encore moins la Chine, la Turquie ou tout autre pays. Vous pouvez, les aides bilatérales, c'est-à-dire la Russie, le Mali, la Russie, le Niger, la Russie, le Burkina ou la Chine, il n'y a aucun problème. Mais en ce qui concerne l'AES, aucune puissance extérieure ne viendra faire quoi que ce soit. Nous savons que les Chinois déjà sont en train de chercher à dire on va financer tel ou tel projet par rapport à l'AES, mais nos présidents ne sont pas intéressés pour le moment. Je vous vois la mèche aujourd'hui. Les Chinois sont les plus dangereux au monde. Après les Américains, ce sont les Chinois. Quand les Chinois veulent, les Chinois, il est comme le gars qui a vu ta fille, il veut l'épouser. S'il te voit au marché, il va courir, garer sa voiture, prendre tout les trucs à mettre dans la voiture pour dire, hey, il faut m'atteindre te déposer à la maison. Parce qu'il a vu quelque chose chez toi, c'est comme ça le Chinois fait. Ils ont appris ça très, très tôt, depuis l'histoire. Et les Chinois et les Américains sont très forts dans ce domaine. Le Mali le sait. Nos présidents savent très bien de quoi je parle. Il y a des informations pour le moment qui ne sont pas publiques. Mais je vous jure que beaucoup de tractations sont en train d'être faites dans l'ombre. Mais nos présidents pour le moment ne sont pas intéressés. Sinon, il y a des projets qu'on allait voir tout de suite. Vous croyez que les gens n'ont pas proposé de nous aider à mettre en place notre compagnie aérienne au niveau des 3 États? Vous croyez qu'ils n'ont pas fait de proposition? Vous croyez qu'ils ne se sont pas proposés pour, comme on appelle ça, développer le trafic ferroviaire entre le Mali, passant par le Burkina au Niger revenir à Bamako? Vous croyez qu'ils n'ont pas fait la proposition? Ils ont fait. Mais nos États veulent rester maîtres du destin. Nos chefs d'État veulent être souverains. Même si demain, il y a un marché qui doit être accordé à un État, c'est après qu'on aura réfléchi par rapport à tous les aspects et on aura sécurisé tous les aspects de la collaboration. Donc cette monnaie dont il est question, tout le monde sait que cette monnaie va sortir. Alors c'est pourquoi je vous le dis aujourd'hui, je le confirme. La France a mandaté Alassane Ouattara. Christian Pi le dit tous les jours, je le confirme aujourd'hui. C'est parce qu'il est affaibli par la maladie. Il ne peut pas se permettre certaines choses. Vous savez, vous pouvez passer toute votre vie à commettre des crimes. Hein. Quand le moment de Dieu arrive, j'ai toujours donné ces 3 exemples. Dieu dit, voilà ce que je fais. Si je décide de vous élever, si je décide de vous bénir, si je décide de vous couvrir de gloire,
S'il y a quelqu'un qui veut s'opposer, j'ai trois options. Soit je tue la personne et puis je réalise ma volonté dans votre vie, celle de vous élever. Soit je rends la personne incapable, je la rends malade, impuissante et incapable à tout point de vue, et je réalise mes vœux devant la personne incapable et malade. Ou, la troisième option, je garde la personne en vie, et puis je réalise ma volonté. Elle n'aura aucun moyen pour agir. Aujourd'hui, Alassane Ouattara se trouve dans l'un de ces trois cas de figure par rapport à l'AES. Dieu fera d'Alassane Ouattara un incapable malade. Dieu va l'handicaper, le paralyser dans tous les sens. Je n'ai pas dit paralyser physiquement, non. Il y a la paralysie intellectuelle, il y a la paralysie spirituelle, il y a la paralysie physique. Et puis Dieu va réaliser sa volonté. Dieu ne va pas le tuer. Les premiers éléments de l'émancipation véritable, les premiers éléments de la liberté véritable, de l'indépendance véritable, les premiers éléments, Alassane Ouattara va les voir de ses deux yeux, mais sera incapable de faire quoi que ce soit. Il peut faire les va-et-vient 1000 fois dans la journée entre Abidjan et Paris, mais il ne pourra rien changer. Parce que la volonté de Allah sera faite dans le Sahel, et dans la volonté d'un PD, comme Emmanuel Macron, d'un dévergondé, comme Joe Biden. Non. Ici, tout le monde est unanime pour dire que l'AES, pour l'instant, est le reflet véritable. Je rejoins encore Alain Foucault. Il pose à... Salut à toi du côté de Yapisokoro. Merci beaucoup. Laurent Gbagbo, à 80 ans, vous n'êtes pas encore fatigué? Il dit, je ne suis pas. Il dit à Gbagbo, tu es fatigué, il faut te reposer. Gbagbo dit non. Pourquoi je ne suis pas fatigué? Le combat de Lumumba n'est pas fini. Le combat de Sankara n'est pas fini. Le combat de... Donne-moi le nom du président ghanéen, Kwame Nkrumah n'est pas fini. Amical Cabral n'est pas fini. Le panafricanisme véritable et vrai, le combat n'est pas encore fini. Il dit donc, je ne suis pas fatigué. J'ai un combat. Il dit, ce combat-là, c'est ce que les présidents de l'AES ont repris. Le général Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdraman Tiani. Évidemment, au Burkina, ils ont proposé à Ibrahim de passer au grade de général. Je ne sais pas quand, mais comme c'est quelqu'un qui aime aller étape par étape, je suis sûr que dans un futur proche ou lointain, il sera dans l'obligation d'accepter la proposition du peuple burkinabé, puisqu'il a accepté de ne plus être président de la transition, mais le président du Burkina Faso. En d'autres termes, il est président jusqu'à ce que le Burkina commence à voir clair dans ce qui se passe. Donc au Burkina, il n'y a plus de transition. Peut-être que vous ne comprenez pas ça, beaucoup n'ont pas saisi. Quand les Burkinabés ont dit au capitaine, il n'est plus le président de la transition et que cela a été acté au Conseil des ministres. Donc il n'y a plus de durée, il n'y a plus de délai établi au Burkina. Il n'y a plus de délai. Donc il est président jusque les Burkinabés voient les raisons pour lesquelles ils lui ont demandé de rester. Donc il n'est pas président de la transition, il n'est pas tenu par un délai. Quand vous êtes président de la transition, vous êtes tenu par un délai. Merci pour le pouce. C'est pourquoi le général Tiani, il n'est pas tenu par un délai. C'est Assimi Goïta qui est encore tenu par un délai. Mais les dernières assises ont dit à Assimi Goïta d'aller encore pour 5 ans. Donc, on va pour 5 ans.
Et j'aurais souhaité que ces assises-là disent à Assimi Goïta qu'il ne soit plus président de la transition, mais le président du Mali. C'est pourquoi moi je refuse de l'appeler président de la transition. Moi je le considère comme le président du Mali, ça s'arrête là. La transition, je ne rentre pas dans les détails. Il est important pour nous de comprendre cela. Donc, la mise en place de cette monnaie, c'est une des batailles, oui, je vais dire une des batailles, mais je vais trouver une expression beaucoup plus, c'est une des conquêtes. Voilà. C'est la raison principale de la conquête terroriste orchestrée par l'Occident, l'impérialisme occidental. On veut nous empêcher d'exploiter notre ressource. Vous n'avez qu'à écouter Donald Trump, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Donald Trump dit, pour que nous puissions combattre l'inflation, l'inflation ce sont les manipulations, les augmentations abusives des prix. Il dit, il y a une seule façon de le faire rapidement. On n'achète plus le pétrole ou le gaz de l'extérieur. Nous-mêmes, on va exploiter ce qu'on a chez nous. Donc, vous commencez à comprendre que la raison pour laquelle on nous combat, c'est pour éviter qu'on exploite nous-mêmes nos ressources naturelles. La raison pour laquelle on nous combat dans l'AES, c'est pour nous empêcher, parce que si nous exploitons comme il se doit, si nous mettons en place notre propre monnaie et que nous exploitons comme il se doit, du fait que l'Afrique nous regarde, le monde nous regarde, nous serons un exemple et beaucoup de pays vont commencer à se mettre ensemble, soit par espace géographique, soit par, en tout cas je ne sais pas trop, mais beaucoup de pays se verront dans l'obligation certainement de travailler un peu comme on le fait. Ça c'est fondamental et c'est important. C'est la raison pour laquelle l'AES est continuellement attaquée. L'AES est continuellement sous les attaques des terroristes. Ce n'est pas que nous, on ne peut pas combattre, parce que ici, quand vous lisez, vous avez l'impression que on dit, on a échoué à les terroristes. Mais vous n'avez qu'à écouter le capitaine Ibrahim pour comprendre ce qui se passe. Dès l'instant où vous décidez de prendre votre destin en main, tout de suite, la donne change sur le terrain. Vous devenez la cible principale, la cible essentielle des terroristes. Qu'est-ce que nous avons fait pour être aussi attaqués par les terroristes? Quel est notre tort?